Bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, votre partenaire privilégié dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la data science. Réservez un appel d'une demi-heure avec moi pour cadrer et donner de l'élan à vos projets IA. Rendez-vous sur datadriven101.tech pour plus d'informations. On a des élèves qui sont en surconfiance et des élèves qui sont en sous-confiance. Et donc une question qu'on peut poser à des élèves pour mesurer leur confiance en eux, c'est est-ce que tu veux des exercices plus durs ou plus faciles ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un type de question qui n'a rien à voir avec l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment une compétence métacognitive, quoi. C'est une fonction exécutive dont on a besoin pour bien apprendre, mais qui n'est pas de l'apprentissage de la lecture directement. On a travaillé sur ces questions-là, on en a analysé les résultats, on a fait des recommandations aux élèves sur fais attention, tu devrais plutôt mieux te modérer. Et on a constaté que le fait de proposer ce genre d'exercice faisait progresser les élèves. Ce qui est relativement contre-intuitif et ce qui, à mon avis, sans data, aurait mis énormément de temps à convaincre d'être utilisé pédagogiquement. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Laurent Joly, directeur des opérations et co-founder à Lalilo. Lalilo est un outil destiné à aider les professeurs des écoles à l'apprentissage de la lecture. C'est une entreprise qui a été rachetée par Renaissance Group il y a 2 ans. Bonjour Laurent. Salut Marc et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que fait Lalilo exactement ? Donc on fait un outil numérique qui va, comme tu le disais, aider les élèves à apprendre à lire. On va avoir 2 interfaces. Une interface pour l'élève dont la spécificité, ça va être de choisir une activité pour chacun des élèves de la classe qui soit différente des autres et qui soit adaptée à cet élève. Et pour l'enseignant, d'avoir une bonne visualisation de là où en sont ces élèves en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture. D'accord, donc le support, c'est une application ? Exactement. Mobile. Ouais. Et vous avez donc 2 interfaces, l'interface élève et l'interface professeur. La data chez Lalilo, à quoi ça sert ? Comment est-ce que vous faites usage de la data ? Alors, on a un premier usage qui est au cœur du produit. On a 2 propositions de valeur data au cœur de notre produit. La première, qui est probablement la plus importante, ça va être d'utiliser de la data pour choisir quelle est l'activité la plus pertinente pour un élève à un instant donné en ce qui concerne son apprentissage de la lecture. Donc c'est une technologie qui s'appelle l'adaptive learning, qui a différentes couches de complexité. On a un deuxième aspect qui est intéressant et qu'on a développé depuis le début de Lalilo, qui est une technologie de reconnaissance vocale spécifique de l'apprentissage de la lecture, parce que pour apprendre à lire, une activité qui est très pertinente, c'est de lire à voix haute et d'avoir un feedback immédiat sur sa réponse. Ouais. Donc on va avoir des exercices qui vont proposer à des élèves de lire des syllabes, des mots, des phrases, et de leur faire une correction sur ce qu'ils ont bien prononcé ou pas. Alors ça, c'est un aspect qui est dans le produit. Ensuite, on a, comme n'importe quelle entreprise, un usage de la data qui nous permet de mieux comprendre nos utilisateurs. Sur le premier usage, donc vous vous adaptez à chaque élève. Quel genre de données, sur quoi est-ce que vous basez pour dire tel élève est plus adapté à telle ou telle méthode, telle activité ? Et je dis méthode, mais est-ce que c'est carrément des méthodes différentes ou est-ce que on va dire c'est plutôt fait telle ou telle activité ? Ouais, alors il y a beaucoup de vocabulaire très spécifique dans l'éducation et donc faut faire attention à tous les mots. Ce qu'on appellerait une méthode de lecture, c'est quelque chose de plus large que ce qu'on propose. Ouais. Par méthode, on entend vraiment solution de A à Z pour apprendre à lire. Ouais. Nous, on va se positionner comme un complément à l'apprentissage de la lecture et on va complémenter une méthode de lecture. Donc en disant, dans cette méthode de lecture qui est généralement la même pour tous les élèves de la classe, il va y avoir un élève qui va louper une marche, un autre élève va louper une autre marche et nous, on va avoir une forme d'intelligence qui va essayer de complémenter ces méthodes de lecture. Donc ensuite, comment est-ce qu'on va choisir quelle est la bonne activité pour un élève ? Donc, il y a 3 sources de données pour ça. La première, c'est pas de la donnée, on va dire. C'est l'état de l'art en recherche de l'apprentissage de la lecture qui est travaillé par différents domaines, de la psychologie cognitive, des neurosciences, de la linguistique, de la didactique. Enfin, il y a un certain nombre de spécialistes qui vont s'intéresser à cet apprentissage et qui ont fait avancer depuis plusieurs
siècles, millénaires, la question de comment est-ce qu'on apprend à lire. Donc on va pas partir de zéro, on part de cette base-là. Ensuite, la deuxième source dont je parlerai, c'est celle de l'ensemble de nos utilisateurs. Quand ils vont répondre à des questions, on va savoir quelle question on a posée, à quoi ressemblait la question, est-ce qu'ils ont eu bon, est-ce qu'ils ont eu faux, parfois quel type d'erreur ils ont fait, et on va avoir des indications sur ce qui marche pas avec l'ensemble des élèves. Et ensuite, la troisième source qui est incluse dans cette deuxième, c'est les réponses d'un élève donné. C'est-à-dire que parce qu'on a réussi à avoir des indications avec d'autres élèves qui sont passés sur les mêmes exercices avant lui, on va pouvoir savoir quelle est l'activité qui va permettre à un élève de progresser ou non. Donc vous récupérez une donnée de feedback sur les exercices au fur et à mesure ? Globalement, c'est ça. On récupère principalement quelle réponse à un QCM, un élève a donné sur une question de lecture. Ok, donc il s'agit d'identifier les points forts, les points faibles et tirer des conclusions sur est-ce qu'un exercice a été efficace pour faire apprendre quelque chose d'une part et d'autre part qu'est-ce qu'il faut encore faire progresser. Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment le b.a.-ba. Et effectivement, toute la complexité se retrouve juste après ça. Pourquoi le b.a.-ba ? Parce que le b.a.-ba, c'est effectivement de poser une question qui est au bon niveau de difficulté pour un élève. Là où ça se complique, c'est que l'apprentissage de la lecture ou n'importe quel apprentissage de quelque chose d'assez conséquent va pas être linéaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, pour simplifier et donner deux branches, des élèves qui sont bons en code, c'est-à-dire en capacité à prononcer à voix haute ce qu'ils vont lire, ce qui va être écrit devant eux, mais qui sont mauvais en compréhension. Donc en fait, ils vont avoir du mal à comprendre ce qui a été écrit, même si on faisait de la compréhension orale, même si on leur disait, et je veux dire, on fait des exercices de compréhension orale où on va lire un texte à voix haute à un élève et voir s'il donne la bonne réponse. Lire, c'est avoir un texte écrit et le comprendre. Donc en fait, il va y avoir certains élèves qui vont avoir besoin d'avancer sur une branche et qui vont avoir un certain score sur cette branche, et d'autres élèves qui vont avoir besoin plutôt d'avancer sur l'autre branche et qui vont avoir un certain score sur cette branche-là. Ce qui est compliqué également, c'est d'avoir une mesure du progrès. C'est en fait, ce qu'on veut mesurer, c'est pas est-ce qu'un élève donne une bonne ou une mauvaise réponse, c'est est-ce qu'un élève va progresser avec une activité donnée. Et c'est compliqué parce qu'on peut donner une mauvaise réponse et très bien progresser parce qu'on a donné une mauvaise réponse et qu'on a fait une erreur et qu'on a compris son erreur, tout comme on peut progresser parce qu'on est en train de driller et de donner des bonnes réponses à un exercice et de faire de la consolidation. Ouais. Donc ce qui est assez compliqué, c'est plutôt d'avoir une bonne heuristique de ce que ça veut dire le progrès et de l'avoir sur un élève donné plutôt que d'avoir ça de façon statistique. Jusqu'où est-ce que vous allez sur la personnalisation de l'enseignement en utilisant la donnée ? C'est une très bonne question dans la mesure où c'est très dur d'y répondre. Ce qui est assez compliqué sur l'adaptive learning, c'est que c'est un peu un mot générique qui veut juste dire on va proposer des activités adaptées à un élève. Ces activités adaptées, elles peuvent être adaptées de façon très simple. C'est-à-dire, on peut dire, en fait, on a un parcours linéaire et les élèves sont à différents endroits de ce parcours. On pourrait dire c'est de l'adaptive learning. On va plus loin que ça. Donc, on a une capacité à décomposer ce que c'est que l'apprentissage de la lecture en plusieurs composants élémentaires et à essayer de trouver quel est le composant élémentaire qui va le plus aider un élève. Donc, pour répondre à la question dans l'autre sens, ce qu'on ne fait pas, mais qu'on aimerait bien faire, c'est qu'on a la même méthodologie d'apprentissage pour tous les élèves. On pourrait imaginer à un moment réussir à se dire, en fait, tel type d'élève, ce qui est adapté pour lui, c'est d'apprendre d'une certaine manière, et tel autre type d'élève, c'est d'apprendre d'une autre manière. Pour être assez concret, il y a un long débat dans l'apprentissage de la lecture, par exemple, qui est de savoir, pour des élèves, est-ce qu'il faut mieux avoir une entrée phono ou une entrée grapho ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il faut mieux dire à un élève, je t'apprends les lettres de l'alphabet, tu les visualises, et après, je vais te dire, ces lettres-là, elles ont une façon de se prononcer. Ouais. Ou alors de dire à un élève, tu vois, quand on parle, on prononce des sons, t'entends ces sons, et en fait, figure-toi, ces sons-là, ils peuvent s'écrire. Et en fait, alors, il y a des gens qui ont des avis sur est-ce qu'il faut mieux avoir A ou B, et j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on réussisse à faire un jour avec du Lalilo, c'est de dire, en fait, pour tel élève, si ça se trouve, il faut avoir une entrée phono, et pour tel autre élève, il faut avoir une entrée grapho. Ouais. Et ça, on n'est pas encore en mesure de le faire. Le point que tu soulèves est intéressant, c'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, c'est un sujet qui est presque politique, en tout cas très chargé d'opinion. Lalilo, ce que vous offrez, ce que vous proposez, disons, est-ce que vous avez des détracteurs ? Je
pense que quand t'as pas de détracteurs, alors c'est que tu fais rien de très innovant. Alors, on assume même éventuellement quelques, externalités négatives à notre produit. Typiquement, il y a un vrai sujet de l'exposition des enfants aux écrans. Ouais. Et on est en train de proposer un produit pédagogique qui a lieu sur un écran. Donc, en fait, on augmente du temps d'écran pour les élèves. Donc, ne serait-ce que ça, finalement, c'est négatif. Nous, notre point là-dessus, c'est que nous, on fait du temps pédagogique. Peut-être que c'est pas d'abord sur nous qu'il faut taper sur le temps d'écran, mais peut-être sur d'autres personnes. Mais assez factuellement, c'est un point qu'on assume et qu'on essaye de travailler. Alors, l'apprentissage de la lecture, c'est surtout un enjeu social, c'est l'accès à l'information. En réalité, on ne l'a pas présenté comme ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le décrochage scolaire, qui a plutôt lieu en fin de collège. Et en fait, nous, notre constat, c'est que pour lutter contre le décrochage scolaire, donc des gens qui finalement vont souvent avoir un décrochage sociétal après, l'idéal, c'est d'agir très tôt, dès le CP, sur l'apprentissage de la lecture, parce qu'il y a un apprentissage, quelque chose qu'on appelle l'effet Mathieu, qui est de dire, un élève, moins il va comprendre, moins il va comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va arriver, donc on dit il y a 20% des élèves qui arrivent en 6e sans savoir lire. Sans savoir lire, c'est une définition particulière, mais c'est assez important. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau en lecture pour suivre une scolarité normale. Ouais. Et globalement, le prof va leur donner du travail à la maison, n'attend d'eux qu'ils soient en mesure de faire ce travail à la maison. S'ils ne savent pas lire, ils vont pas pouvoir le faire. Donc en fait, ils vont encore moins bien progresser que les élèves qui ont déjà un petit peu d'avance. Donc c'est cet enjeu-là, donc en tant que compétence fondamentale, qui est souvent discuté. Alors le grand débat sur l'apprentissage de la lecture, c'est méthode syllabique ou méthode globale. Donc c'est dire est-ce que on doit enseigner à des élèves à reconnaître des mots de manière globale, c'est-à-dire à lire un mot en entier, ou est-ce qu'on doit leur apprendre à décomposer le mot sous forme de syllabes. C'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui est plutôt bien tranché. Il y a encore des gens qui en discutent, mais qui est plutôt bien tranché en faveur de la méthode syllabique, d'un point de vue scientifique. Ce qui s'est passé historiquement, qui est assez intéressant, c'est qu'on a découvert il y a quelques dizaines d'années que les adultes lisaient de manière globale, c'est-à-dire lisaient les mots en entier. Donc il y a plein de scientifiques qui ont dit, mais en fait on apprend aux élèves à lire de manière syllabique, syllabe par syllabe, alors que quand ils seront adultes, ils liront par mot entier, donc on perd énormément de temps. Autant leur apprendre directement à lire de manière globale. Ouais. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a écouté cette recherche scientifique très vite, alors que d'habitude on a énormément de mal à faire entrer les progrès scientifiques et les progrès de recherche scientifique dans l'éducation. On l'a écouté peut-être un peu trop vite et on a passé ça à l'échelle partout en France. On s'est rendu compte de nombreuses années plus tard que c'était une erreur, que ça avait fait pas mal de dégâts et on a essayé de revenir dessus, mais on a eu un message tellement fort dans cette direction-là qu'on a du mal à revenir en arrière. Alors tu parlais d'identifier les endroits où il y a du décrochage. Donc ça m'amène à parler un petit peu de l'utilisation de la data sur votre positionnement lui-même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous avez fait avec la data pour décider de votre cœur de cible, de votre stratégie, on va dire, commerciale ? Alors, le gros avantage, effectivement, d'enregistrer de la data pour notre produit, c'est que très tôt, on a eu ce réflexe d'enregistrer de la data qu'on avait à disposition et qu'on a pu utiliser pour mieux comprendre notre usage. On a utilisé ça pour comprendre comment ça se passait dans les salles de classe. On s'est rendu compte, ça a été un peu une première surprise, qu'on avait assez peu d'enseignants qui utilisaient Lalilo en classe entière. On se rendait compte qu'on avait rarement 20 élèves connectés en même temps sur notre plateforme. Donc, vu qu'on jumelait ça avec beaucoup de présence dans les salles de classe, on comprenait que les cas d'usage qu'on observait, on pouvait les retranscrire par pourcentage d'utilisateurs. Donc, on se rendait compte que les cas d'usage majoritaires, finalement, c'était le cas d'usage remédiation, c'est-à-dire un enseignant qui va mettre 1 ou 2 élèves sur un ordinateur en fond de classe sur Lalilo pour rattraper le niveau de la classe parce que c'est des élèves qui sont plutôt en retard. Ou alors, ce qu'on appelle des îlots de travail. Donc, en fait, le professeur va mettre 5-6 élèves, chacun avec une tablette sur Lalilo, 5-6 élèves en train de faire des calculs de maths, 5-6 élèves avec lui pour faire de la lecture à voix haute, et va tourner toutes les 20 minutes. Ça, on l'observe assez bien dans la data. Alors, dans ton cadre d'opération, de direction des opérations, à quoi peut servir la data ? Alors, en réalité, moi, mon travail consiste surtout à trouver comment mieux développer l'outil dans différentes régions du monde. Ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est de réussir à récupérer de la donnée d'usage à un instant donné dans l'endroit qui nous intéresse. Typiquement, je suis en train de travailler sur un programme pour développer Lalilo dans les écoles défavorisées, donc ce qu'on appelle les REP et REP+, en France. Et ce qui va m'intéresser, c'est déjà d'avoir un état de l'art de quel usage en France on a en REP+, aujourd'hui. Donc là, on a c'est
une méthode dans notre entreprise assez simple, c'est qu'on a une équipe data qui est en mesure de répondre toutes les semaines à plein de petites requêtes comme ça qu'on peut avoir et qu'on a du mal à récupérer avec les outils qu'on a à disposition simplement. Tout simplement, par exemple, parce que les écoles REP REP+ sont pas taguées et qu'il faut comparer avec une base existante. Donc, c'est plus des informations sur comment est notre usage aujourd'hui afin de mieux comprendre comment l'adapter demain. Est-ce que tu peux nous partager une décision business que tu as déjà prise avec la data ? Ouais, alors un travail qu'on a fait récemment qui était assez compliqué pour nous, ça a été de killer notre modèle freemium suite à notre acquisition. Donc on avait un modèle freemium, donc une grande partie de notre outil était gratuite, sans limitation dans le temps, et ensuite on vendait des fonctionnalités premium. Notre acquéreur qui a un certain nombre de produits et plutôt sur une approche, on vend le produit et c'est tout, plus classique, était relativement intéressé par cette partie freemium, justement de dire est-ce qu'on pourrait pas innover là-dessus. Et on a pas mal analysé nos données pour nous rendre compte de est-ce que c'est pertinent ou pas de garder ce modèle-là. Donc là, récemment, on est en train de changer de modèle, au moins sur du free trial partout dans le monde, sauf en France, principalement parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus pertinent. En termes de revenus, en termes d'adoption, ou est-ce que le modèle freemium avait un effet négatif sur l'usage ? Un peu tout ça. Alors évidemment, on couple toujours ça à du qualitatif. On essaie de comprendre pourquoi des gens n'utilisent pas. Alors il y a une petite partie effectivement qui est un retour assez massif des vendeurs qui disent en fait il y a un certain nombre de personnes qui se satisfont bien de la version gratuite et qui ne voient pas trop l'intérêt de payer, alors que si elle n'existait pas, ils seraient prêts à payer pour. Il y a un deuxième point qui est l'impact, c'est-à-dire qu'on s'est aussi rendu compte que nous, une des choses qui nous tenait à cœur sur le modèle gratuit, c'était de permettre à un certain nombre d'utilisateurs de pouvoir utiliser, même s'ils n'avaient pas les moyens de payer pour cette solution. Et on s'est rendu compte que c'était finalement un cas assez faible. Et ensuite, ça crée beaucoup de complexité interne, trop, plus finalement que des coûts de serveur ou des coûts de support utilisateur. On avait une grosse complexité interne liée à ce modèle-là qui n'en valait finalement pas la chandelle au vu de ce qu'on observait. Est-ce que tu peux nous parler d'une décision, on va dire, d'évolution produit qui aurait été prise grâce à la data ? Ouais, alors c'est là-dessus qu'on est quand même les plus utilisateurs de données. Un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est un travail qu'avait fait un élève en test chiffre chez nous, Thomas, sur un travail de recherche qui montrait que si on aidait les élèves à mieux analyser quel était leur niveau, ils allaient mieux progresser. C'est-à-dire qu'en fait, on a des élèves qui sont en surconfiance et des élèves qui sont en sous-confiance. Et donc une question qu'on peut poser à des élèves pour mesurer leur confiance en eux, c'est est-ce que tu veux des exercices plus durs ou plus faciles ? Et il y a certains élèves qui sont sur des exercices déjà trop durs pour eux pour bien progresser et qui vont avoir tendance à avoir des exercices encore plus durs, donc ils vont avoir tendance à encore plus échouer. Et des élèves qui finalement réussissent bien mais veulent des exercices plus faciles parce qu'ils ont besoin d'être dans une certaine zone de confort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un type de question qui n'a rien à voir avec l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment une compétence métacognitive, quoi. C'est une fonction exécutive dont on a besoin pour bien apprendre, mais qui n'est pas de l'apprentissage de la lecture directement. On a travaillé sur ces questions-là, on en a analysé les résultats, on a fait des recommandations aux élèves sur fais attention, tu devrais plutôt mieux te modérer. Et on a constaté que le fait de proposer ce genre d'exercice faisait progresser les élèves. Ce qui est relativement contre-intuitif et ce qui, à mon avis, sans data, aurait mis énormément de temps à convaincre d'être utilisé pédagogiquement dans notre outil. Un deuxième exemple que j'ai, c'est on produit nous-mêmes le contenu pédagogique qui va être proposé aux élèves, les questions, les activités que les élèves font. Et choisir quel contenu créer, pour nous, c'est très utile d'avoir de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend souvent compte qu'on va passer du temps à créer du contenu pédagogique qui finalement ne va pas être utilisé parce que notre algorithme ne va pas vouloir proposer ces questions-là aux élèves pour différentes raisons, parce qu'en fait ce qu'on a créé comme contenu pédagogique est toujours inutile ou alors est redondant par rapport à des choses qui existent déjà, alors qu'il y a d'autres endroits où on aurait envie de créer une activité très précise avec des labels très précis qu'on a tendance à pas faire. Et donc la donnée de quel exercice notre algorithme aimerait poser nous permet de construire le bon contenu et surtout de ne pas travailler inutilement d'un point de vue pédagogique. Quelles sont les limites pour toi de l'utilisation de la data dans ce cadre ?
Il y a beaucoup de limites et on s'est pris ces limites-là les unes après les autres pendant les 7 années qu'on a passé à créer la Lilo. Je sais pas si ça répond directement à la question de limites, mais je pense qu'on a eu tendance à s'appuyer beaucoup sur des utopies de la data va être capable de tout nous faire. Notre premier réflexe justement sur la génération de contenu pédagogique, ça a été de dire en fait nous on va faire des algos qui vont générer les contenus à proposer aux élèves. Et on a eu une première approche qui était de dire il faut leur faire lire des mots, on prend le dictionnaire et puis on va choisir avec certains critères les bons mots dans le dictionnaire. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on passait tellement de temps à corriger les erreurs de l'algorithme que ça prenait vraiment moins de temps d'avoir quelqu'un qui choisissait d'abord les mots et ensuite que notre algo choisisse dans ces mots-là. Donc c'était un premier écueil qui était de dire en fait, c'est nos algos qui vont générer le contenu. À voir ce que ça donne maintenant avec les nouveaux outils comme ChatGPT, mais même là-dessus, on a essayé un petit peu de voir ce que ChatGPT pouvait nous apporter, et en vrai, c'est utopique aujourd'hui, je sais pas demain, mais aujourd'hui, c'est utopique de considérer que le contenu peut être 100% généré par des intelligences artificielles. On a besoin de faire fonctionner les deux ensemble. Les autres limites qu'on prend, alors moi je suis encore utopiste là-dessus, mais c'est de voir jusqu'où peut aller notre algo d'adaptive learning. Donc je disais, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on aimerait améliorer notre algorithme, notamment être capable d'avoir une méthodologie d'apprentissage individualisée. Et là-dessus, je parlerai pas de limite de faisabilité, mais en fait d'une limite prix. C'est-à-dire qu'en fait, pousser nos algos plus loin, ça coûte cher, ça prend du temps. Et la limite, elle est liée à notre marché, qui est pas un énorme marché, où je veux dire l'éducation nationale n'a pas des fonds infinis pour développer des algorithmes et payer des prestations. Et donc, on doit faire avec le temps humain qu'on a pour développer les algorithmes qui vont bien et faire un bon arbitrage entre le temps qu'on passe et la qualité des algorithmes qui sont développés. Si c'était à refaire, tu ferais quoi différemment ? Franchement, beaucoup de choses. Parce que je pense qu'on a fait énormément d'erreurs. Je pense qu'il faudrait 10 podcasts pour en faire le tour. Un exemple que j'ai là-dessus, c'est que il y a un moment, je crois qu'on a passé 1 an à essayer d'optimiser un des aspects de notre algorithme qui consistait à améliorer ce qu'on appelle la zone proximale de développement, donc en fait le niveau de difficulté d'une question qu'on pose à un élève. Et on était tombé sur un sombre article qui plaçait la zone proximale de développement à 75% de bonnes réponses. Donc on avait une très bonne capacité à prédire la capacité de bonne réponse d'un élève à une question donnée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait passé 1 an sur cette question-là, alors qu'en fait, si ça s'appelle une zone proximale de développement, c'est que c'est une zone. On n'en a rien à faire que l'élève il donne des réponses 75% du temps bonnes. Si c'est 80, c'est très bien. Si c'est 70, c'est bien. Je veux dire, ce qu'on avait avant de travailler là-dessus était largement suffisant. Donc, bref, je pense que ce que je ferais... Je sais pas si on y arriverait, mais je pense que la capacité à prendre vraiment plus de recul sur qu'est-ce qu'on veut vraiment est très importante. Et je pense que de temps en temps, il y a des choses qui sont faciles à faire et qui créent pas énormément de valeur et sur lesquelles on va plutôt parce que c'est facile que parce que ça crée de la valeur. Et je pense qu'il faut choisir ces batailles. Et de temps en temps, il y a quelques batailles difficiles à aller prendre plus tôt parce qu'elles sont vraiment essentielles. Et un exemple que j'ai là-dessus, c'est plus ce que j'abordais au début de l'épisode. Répondre à la question, qu'est-ce que c'est le progrès d'un élève, c'est une question qui est vraiment non triviale et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait répondre à cette question-là en regardant de la data de réponse. Ouais. Il y a quelques thèses sur le sujet qui sont très intéressantes, mais très peu qui sont implémentées. Et parce que c'est un sujet dur, je pense qu'on l'a évité pendant beaucoup trop longtemps avant de s'y mettre trop tardivement. Oui, la question de la mesure, de la métrique. Alors, vous avez été racheté. Qu'est-ce que ça change de se faire racheter en termes d'intégration, gestion des données ? Tu peux nous parler de ça un peu ? Alors, dans les aspects positifs, c'est que finalement, on n'est pas les seuls à avoir des data scientists dans notre organisation. Donc, ce qui est très agréable, c'est d'avoir accès à d'autres ressources, des gens parfois plus spécialisés sur un outil. Et quand on va avoir des questions sur un sujet donné, d'avoir des gens qui sont disponibles pour y répondre, c'est assez agréable. Il y a un deuxième aspect qui est, il y a pas mal d'outils de data qui coûtent assez cher et sur lesquels je dis pas qu'on les aurait pas utilisés autrement, mais en tout cas, on aurait passé beaucoup plus de temps à essayer d'arbitrer sur est-ce qu'on paye Snowflake ou pas, quoi. Et le fait de les avoir déjà payés par notre maison mère, ça nous permet d'essayer l'outil plus rapidement et de trancher plus rapidement sur l'intérêt de l'utiliser ou pas. Ouais. C'est quoi les trucs les plus contre-intuitifs que tu as vus dans tes analyses de données ?
J'ai pas beaucoup d'exemples là-dessus parce que je pense qu'on a un gros biais de confirmation à la Lilo, c'est-à-dire qu'on va souvent aller chercher des réponses à des questions qu'on pose et donc c'est assez rare d'être surpris, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Les surprises qu'on a eues, finalement je trouve que c'est assez bon signe parce que ça montre qu'on n'est pas borné là-dessus. J'ai un exemple assez marrant, c'est qu'on a créé très tôt pour la Lilo, pour des raisons historiques, un outil sur 2 pays, les États-Unis et la France. On avait à peu près autant d'utilisateurs aux États-Unis qu'en France. Et on suivait les 2 usages. Et un beau jour, on s'est rendu compte qu'en fait, l'endroit où on avait la plus grosse densité d'utilisateurs, c'était le Canada. C'était ni les États-Unis ni la France, alors qu'on leur créait pas du tout d'outils pour eux. Et a posteriori, on a compris qu'on avait un énorme product market fit là-bas parce qu'on créait un outil justement pour apprendre à lire en français et à lire en anglais. C'est un pays qui est fédéralement bilingue, qui est culturellement assez proche de ce qu'on faisait à la fois niveau français, niveau américain, et qui est très peu adressé, parce que beaucoup plus petit que ces 30 millions d'habitants, c'est beaucoup plus petit que le marché américain ou que le marché français. Donc finalement, on a eu un très bon PMF localisé au Canada, alors que, je veux dire, ça nous intéressait pas du tout comme pays. Aujourd'hui, la Lilo, c'est pour apprendre à lire. Est-ce que c'est votre ambition de faire les maths ou autre chose ? Quand on a créé la Lilo avec Amine et Benjamin, on s'était dit... pendant quelques mois, on fait l'apprentissage de la lecture et puis après, on va aller faire d'autres trucs. 7 ans après, on fait de l'apprentissage de la lecture. On l'a toujours dans la roadmap de façon mouvante, quoi. Dans 2 ans, on fera des maths, mais ça fait 7 ans que dans 2 ans, on fera des maths. On a fait des maths pendant le Covid. Au moment de la fermeture des écoles, on a eu un très très gros pic d'usage partout en France et on nous a beaucoup demandé de mettre des exercices de maths, on les a mis. On s'est rendu compte assez vite que ça aidait bien pendant le Covid, mais c'était pas au standard de qualité qu'on voulait avoir d'un point de vue pédagogique, à tout point de vue, et donc on a fait le choix de retirer nos exercices de mathématiques. D'accord. Quand on demande à notre communauté si on devrait faire des maths, c'est assez mitigé. On a des gens qui nous disent oui, on adore votre outil, on aimerait bien avoir la même chose, vous faites ça bien, faites des maths. Et il y en a qui disent bah non, la Lilo c'est la lecture, on veut de la lecture. Donc on ne sait pas. On a plutôt eu tendance dernièrement à augmenter le scope de l'apprentissage de la lecture. Donc, apprentissage de la lecture, ça commence très tôt. Ça commence en maternelle avec du langage oral. Comme je le disais, la compréhension orale, c'est une base de l'apprentissage de la lecture. Ça va très en aval après sur, je veux dire, comprendre ce qu'on lit. Et comprendre ce qu'on lit, il y a des gens qui font des thèses sur ce sujet-là. Donc, on a plutôt tendance à se concentrer sur l'apprentissage de la lecture et la compréhension plutôt que de se diversifier vers d'autres matières. Mais on ne s'interdit pas de le faire. Concernant la façon dont vous vendez votre produit, je reviens un peu sur les sujets, on va dire, d'opinion. Comment est-ce que vous communiquez l'usage de la data ? D'un point de vue marketing, est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous mettez en avant ? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt utile ? C'est assez intéressant. Alors le premier point là-dessus, c'est que, comme je le disais, on est sur 2 marchés principaux, les États-Unis et la France, et la perception de la communication sur ce sujet-là est assez différente dans les 2 pays. On a un sujet particulièrement en France qui est que notre client, c'est le ministère de l'Éducation nationale, notre utilisateur, c'est l'enseignant. Et notre client, on l'a trouvé principalement à travers un premier appel d'offres qui s'appelait Partenariat d'innovation intelligence artificielle. Donc le ministère demandait des outils qui utilisaient des technologies d'intelligence artificielle pour fonctionner. Dans un premier temps, nous, quand on a développé l'outil, on essayait de communiquer assez peu avec des grands mots comme ça, intelligence artificielle, etc. On parlait plus de pédagogie, d'individualisation, de différenciation, de s'adapter aux élèves. On avait des mots qui parlaient plus à nos utilisateurs. Mais on a eu besoin de parler d'intelligence artificielle pour notre client qui attendait ça, qui attendait de montrer qu'on savait utiliser des technologies poussées sur ce sujet-là. Et donc on a eu besoin de mieux expliquer ce qu'on faisait parce qu'on a été poussé à utiliser des termes qui faisaient un petit peu peur. Et bien sûr, on parle du ministère de l'Éducation nationale, le but c'était aussi d'être pédagogue sur ce que ça voulait dire intelligence artificielle. Donc on s'est retrouvé avec une petite mission annexe qui était de démocratiser la compréhension de ce que c'était que l'intelligence artificielle, d'expliquer comment fonctionnaient nos algorithmes, d'expliquer pourquoi c'était utile aux enseignants. Et on se rend compte que c'est assez compliqué de travailler sur ces sujets-là. Il y a une grosse peur sous-jacente que j'ai jamais très bien compris, pour être assez honnête, dans l'éducation, qui est ah mais alors vous faites de l'intelligence artificielle, du coup vous voulez remplacer les enseignants.
Alors non, il n'y a aucune boîte de tech en France qui prétende ça. Et pourtant, c'est une peur sous-jacente. Alors, je pense que ça se comprend peut-être un peu plus sur des études supérieures ou je sais pas, mais pour travailler avec des enfants de 6 ans, je pense que ce serait assez rigolo de ne pas avoir d'enseignant dans une salle de classe avec des élèves de 6 ans et d'avoir une intelligence artificielle qui essaye seule de gérer des enfants de 6 ans. Je pense que les gens qui s'imaginent ça n'ont pas passé beaucoup de temps dans des salles de classe. Et pour autant, évidemment, on travaille là-dessus, donc c'est assez compliqué d'avoir un discours différent. Je suis vraiment intimement convaincu que des outils modernes de gestion de la donnée, qu'on peut appeler d'intelligence artificielle, sont essentiels pour aider les enseignants et notamment vis-à-vis de leurs élèves qui sont en retard, vont avoir du mal à raccrocher le train et vont se retrouver en situation d'échec scolaire plus tard. Qu'est-ce que c'est les chantiers devant vous pour Lalilo ? On a un premier chantier, évidemment, qui est de continuer à faire connaître notre outil et faire en sorte qu'un maximum d'enseignants utilisent l'outil. Donc en France, on a à peu près 15% des enseignants de CP, CE1, CE2 qui utilisent Lalilo chaque mois avec leurs élèves. Par contre, on a un pourcentage beaucoup plus faible d'élèves qui utilisent, notamment parce que le cas d'usage remédiation est très présent. Donc on a un premier chantier qui consiste à développer un usage plus adapté à la classe entière dans notre outil. On communique beaucoup sur les élèves en difficulté, évidemment, c'est une des missions qui nous tient à cœur, mais on se rend bien compte avec notre outil que Lalilo, c'est pertinent pour tous les élèves, que ça diminue les écarts entre les élèves, mais ça fait plus progresser tous les élèves. C'est-à-dire que c'est bénéfique pour tout le monde et principalement pour les élèves défavorisés. Donc on aimerait bien avoir un nombre d'élèves par prof dans les salles de classe qui augmente. Le deuxième gros sujet qu'on a, c'est vraiment de mieux mesurer l'apport pédagogique qu'on a avec Lalilo et de faire un maximum de mesures hors outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'indications à travers notre outil sur les progrès des élèves, mais on manque beaucoup d'analyse d'efficience extra-outil pour dire oui, effectivement, Lalilo, ça a tel impact sur les élèves. Et c'est probablement l'un des éléments qui nous manque aujourd'hui pour se développer de façon plus massive. Merci Laurent. Merci Marc. Vous venez d'entendre Laurent Joly, directeur des opérations chez Lalilo, sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Olivier Gabriel, Head of Data Science chez WeMaintain, pour parler de maintenance d'ascenseurs et de data. À très vite!